À la une de l'actualité, malgré la tenue de la 12e conférence de gouverneurs pouvant déboucher à la collaboration étroite entre institutions dans le province, le tension se constate ça et là. Au Congo central, 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale ont été déchus. Il s'agit du questeur et du rapporteur adjoint. Pourquoi ils ont été déchus? Élément de réponse dans ce journal. Depuis qu'ils réclament l'amélioration de leurs conditions sociales, les professeurs des universités et instituts supérieurs de l'enseignement supérieur et universitaire n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Ce mardi, ils étaient dans les rues pour manifester. Ils revendiquent plusieurs mois d'arriérés des salaires, mais également ils exigent leur mécanisation et la correction de leur grade. Au pouvoir depuis 1986, âgé de 80 ans et président de l'Ouganda depuis 4 décennies, Yoweri Museveni sera candidat à sa réélection lors du scrutin prévu en janvier 2026, a indiqué ce mardi 24 juin 2025 son parti. Voilà tout pour le titre, je vous retrouve tout à l'heure pour le développement. Nouvelle édition d'information sur Boussole TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette grande édition par cette actualité. Ancien visage emblématique de régimes successifs au Congo, André Alain Tundu Lyongo fait son retour sur la scène institutionnelle, désigné expert en sécurité au sein du cabinet du conseiller spécial du chef de l'État. Il mettra désormais son expérience au service du président Félix Tshisekedi. Suivez son portrait retracé ici par Audrey Bozé. L'ancien patron du renseignement, diplomate et acteur politique chevronné, Alain Tundu Lyongo, vient d'être nommé expert en sécurité auprès du conseiller spécial du président Félix Tshisekedi. Ce retour dans la haute sphère du pouvoir intervient dans un contexte sécuritaire tendu, tant à l'intérieur qu'aux frontières de la RDC. Né en 1948 à Kisangani, juriste de formation, Tundu a évolué pendant des décennies au cœur des institutions zaïroises et congolaises, de la présidence de Mobutu aux ambassades de Paris et Bruxelles jusqu'au poste stratégique d'ambassadeur à Kigali. Il fut ensuite patron du SNIP, le service de renseignement de l'époque, proche du régime Kabila, porte-parole de l'AMP, ensuite du FCC, membre de conseil d'administration de la SNEL et GECAMINE. Tundu symbolisait jusqu'en 2023 la continuité d'un pouvoir structuré. Son ralliement à l'Union sacrée avait alors marqué un virage politique. Aujourd'hui, c'est dans une posture d'expert qu'il revient au service de la présidence. Une nomination qui interpelle par sa symbolique le recours à une figure d'expérience face à des défis sécuritaires majeurs. Et puis dans un autre chapitre, 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Congo central ont été déchus ce mardi 24 juin à Matadi à l'issue du vote de pétition initié par leurs collègues députés. Il s'agit du questeur Omega Badou et du rapporteur adjoint Billy Tunga. Ils sont accusés de mauvaise conduite, gestion problématique et de certains dossiers du bureau et comportements inappropriés envers leurs collègues députés provinciaux. À noter que 23 députés présents lors de cette séance plénière ont voté pour leur déchéance et 9 ont voté contre. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima, a reçu ce lundi une délégation de l'Agence nationale de gestion électorale du Tchad, conduite par son président Ahmed Bartichere. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de coopération sud-sud axée sur le partage d'expériences en matière d'organisation électorale. Reportage. Accompagné du rapporteur adjoint et du questeur adjoint, le président de la CENI, Denis Kadima, a reçu ce mardi une délégation des langes du Tchad venue s'imprégner de l'expérience congolaise en matière électorale. Au terme de la rencontre, Ahmed Barchiret a salué le haut niveau d'expertise de la RDC dans ces domaines, citant notamment les recours au vote électronique, la sécurisation de la chaîne des résultats et l'usage accru des technologies comme modèle d'inspiration pour d'autres nations africaines. Donc nous sommes venus ici pour échanger nos expériences et surtout que au niveau de la CENI, ils ont eu déjà cette expérience de faire également comme nous
ils ont eu à faire plusieurs élections. La seule différence, c'est que nous, on a fait toutes nos élections de manière manuelle, alors qu'ici, il y a eu la digitalisation et on voudrait voir quelle est cette expérience de cette digitalisation que nous aimerions également voir se développer pour nos futures élections au Tchad. Nous voudrions profiter de l'expérience de la CENI pour ne pas faire les mêmes erreurs qui ont été constatées. Les échanges se sont poursuivis avec une séance de travail entre la délégation tchadienne et le secrétaire exécutif national de la CENI. L'occasion pour les visiteurs d'avoir une vue détaillée sur l'organigramme, les mécanismes de fonctionnement et les responsabilités de l'institution. Au programme de la suite de la visite, une démonstration du vote électronique, une descente au centre électoral Boussolo à Kingaboua pour comprendre les dispositifs de centralisation des résultats et une visite à l'entrepôt électoral national. Cette coopération sud-sud marque un tournant dans la diplomatie électorale africaine où la RDC s'impose de plus en plus comme un pôle de référence. Et au terme d'une tournée intensive dans la 13e région militaire, le vice-premier ministre en charge de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a échangé avec le troupe du camp Mouchi dans une causerie morale visant à aborder les réalités du terrain, images et commentaires. Après Mbandaka, Lissala, Guémena et Guadolit, les vice-ministres en charge de la défense nationale, Maître Guy Kabombo Modianvita, a bouclé sa tournée dans le Grand Équateur pour une descente au camp Mouchi, dans la 13e région militaire. Une visite marquée par une grande causerie morale tenue devant toutes les unités rassemblées. Sans protocole, les militaires ont exposé leurs conditions de vie et difficultés professionnelles au ministre, saluant une rare proximité avec un haut responsable de la défense. Nazali ex-phase d'abord, mais banana bandi armée mbalali bosso ministre atambole la basoda ayoka posa bosenga ya basoda. Vraiment et c'est pelisi biso mapinga. Et sengeli papa ayeba kotala bana na ye. Ayoka kapasi ezali na bana na ye bongo ayeba kokamba libota na ye. Soki ekozala boye na mboka na biso ekozala malamu mingi. Certaines doléances jugées mineures ont été résolues sur place. Pour les autres, Maître Guy Kabombo a promis une prise en compte dans le cadre de la nouvelle politique de défense nationale en préparation. Sur la question brûlante de la spoliation des camps militaires, il a été clair. Des mesures strictes seront prises pour restaurer les droits de l'armée. Un message fort, porteur d'espoir pour les troupes et gage d'un engagement concret de l'État envers ses forces de défense. Les instructions données par le commandant ville de Kinshasa doivent être respectées pour permettre la mobilité urbaine et la fluidification de la circulation à Kinshasa. C'est dans ce sens que le commandant bataillon police morale d'honneur, Israël Ntsanga est descendu dans le voie de la capitale pour remettre de l'ordre sur l'instruction du commandant ville Israël Kantou. C'est sur l'ordre du commandant ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou, que les bataillons de police morale d'honneur, conduites par le colonel Israël Ntsanga, est descendu lundi dernier dans les rues de la capitale congolaise en vue d'imposer l'ordre et la discipline dans certains points chauds de la capitale. L'itinéraire qui a débuté au commissariat général a vu l'ordre être remis dans certains lieux où la police se méconduit comme des électrons libres, tout en oubliant les lois qui les régissent. Du boulevard Lumumba jusqu'au rond-point Ngaba, Israël Ntsanga a appelé les policiers et les personnes en tenue à l'ordre. Ces retours à l'ordre est l'une des résolutions prises lors de la parade spéciale tenue par le commandant ville de Kinshasa, où il avait demandé à toutes les unités de la police de se conformer aux décisions de leur hiérarchie pour la protection totale des civils dans la capitale congolaise.
Dans un autre chapitre, au chapiteau de la Marcuse, Renfort RDC a réuni jeunes, autorités et acteurs du développement pour un dialogue constructif en faveur d'une participation active de la jeunesse congolaise dans l'élaboration et le suivi de politiques publiques. Invité à cet échange de la jeunesse, le vice-premier ministre, ministre du Plan Guida Niembo, a salué cette initiative qui l'accueille à bras ouverts. Images et commentaires. Chapiteau La Marcuse, dans la commune de Lagombe, un événement inédit a rassemblé la jeunesse congolaise, les acteurs du développement et les autorités publiques autour d'un même objectif: renforcer l'implication de jeunes dans le politique publique. Une initiative portée par Renfort RDC dans un contexte de mise en œuvre du plan national stratégique des développements et du programme des développements local de 145 territoires. Bon, on a essayé d'abord de leur donner un peu ce qu'on fait au ministère du Plan et de la coordination de l'aide au développement. Nous avons voulu qu'ils comprennent un peu la trajectoire que suit leur pays aujourd'hui. Le plan national stratégique de développement qui n'est pas toujours connu. Nous sommes en pleine période de la vulgarisation parce que nous l'avons publié déjà. Donc il est essentiel que les jeunes qui sont concernés dans ce plan puissent être informés de ça et voilà, de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Moment phare de la soirée, le vice-premier ministre, ministre du Plan, Guida Niembo, a répondu directement aux préoccupations de jeunes, saluant leur mobilisation et appelant à une appropriation citoyenne des outils de planification. La raison de cette journée, c'était d'échanger, de créer un cadre de concertation entre les jeunes et les institutions. C'est ce que nous faisons de façon générale dans le cadre de Renfort RDC. Renfort RDC, c'est une organisation des jeunes qui se concentre à aider les jeunes à accéder aux postes de prise de décision. Les échanges ont permis d'atteindre plusieurs objectifs: vulgariser le programme de développement à impact local, renforcer la participation de jeunes dans la gouvernance, stimuler les propositions concrètes pour une gestion plus inclusive du pays. Une soirée riche en idées et en engagement qui marque un tournant vers une jeunesse pleinement actrice du changement en RDC. Dans le cadre de son engagement pour une meilleure gouvernance fiscale, la RDC a reçu une délégation du Forum mondial sur la transparence fiscale conduite par Madame Zaïda Manata. Cette mission vise à accompagner le pays dans la lutte contre le flux financier illicite et à préparer l'évaluation par le père prévu en 2026. Suivant. La RDC continue de poser des actes concrets pour renforcer la transparence et la bonne gouvernance fiscale. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, a échangé ce lundi avec une délégation du Forum national sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales conduite par Madame Zaïda Manata, chef du secrétariat de cette instance rattachée à l'OCDE. Cette visite s'inscrit dans le cadre du programme d'accompagnement dont bénéficie la RDC depuis son adhésion au Forum mondial en décembre 2023. Au cours de son allocution, le ministre des Finances a annoncé la création prochaine d'une unité nationale d'échange international des renseignements fiscaux, un outil stratégique pour renforcer la coopération avec les juridictions étrangères. Pour sa part, Madame Manata a salué le progrès réalisé par la RDC depuis son adhésion, tout en rappelant que le pays sera soumis à une évaluation par les pairs d'ici fin 2026. La RDC s'est engagée au Forum mondial en 2023 et le ministre a réaffirmé son engagement pour progresser dans les domaines de la transparence fiscale et l'échange des renseignements. Les prochaines étapes vont être à l'évaluation par les pairs de la RDC qui aura lieu, va commencer à la fin de 2026 et d'aujourd'hui jusqu'à là, on va travailler avec la RDC pour la préparer pour cette évaluation et j'espère que dans ces périodes-là, la RDC va bien profiter des outils de transparence fiscale pour mobiliser des recettes et pour lutter contre l'évasion fiscale et autres flux financiers illicites. Durant leur séjour prévu du 23 au 25 juin, les experts du Forum mondial mèneront plusieurs réunions techniques avec le ministère sectoriel, la DGI, la Banque centrale et d'autres institutions publiques concernées. Cette mission marque un pas de plus vers l'ancrage de la RDC dans les standards internationaux des transparences fiscales.
Et comme annoncé au sommaire, le professeur des universités et instituts de l'enseignement supérieur et universitaire ont manifesté leur ras-le-bol devant le bâtiment du centre financier de Kinshasa ce mardi 24 juin dans le but de revendiquer plusieurs mois d'arriérés de salaire. Ces professionnels de l'enseignement supérieur demandent au gouvernement et au ministre du Budget le respect de l'accord concernant l'amélioration de leurs conditions salariales. Le reportage de Julia Kamonia et Jérôme Luzon. Avec les retentissements des fanfares, des sifflets, accompagnés des chants et des banderoles à la main, les collectifs des professeurs des universités et instituts supérieurs de l'ESU a manifesté son ras-le-bol ce mardi 24 juin 2025 devant les bâtiments du centre financier de Kinshasa afin de revendiquer plusieurs mois d'arriérés des salaires. Ces formateurs de l'enseignement supérieur demandent au gouvernement congolais et au ministre du Budget de respecter leur accord axé sur l'amélioration de leurs conditions salariales. Nous venons pour la énième fois auprès de l'autorité pour réclamer notre droit, celui d'être payé comme professeur. Certains ne sont pas payés depuis 12 mois, 24 mois, 36 mois, 48 mois, 5 ans même. C'est inadmissible et intolérable. Nous formons les cadres de ce pays. Au lieu de s'occuper de l'enseignement pour l'élite de demain, ces professeurs sont dans les rues en train de réclamer leur salaire car un ventre affamé ne réfléchit pas, dit-on. Nous avons reçu des promesses. Les promesses, la première ministre avait instruit le ministre du Budget, le ministre des Finances et le ministre de l'ESU pour qu'ils travaillent ensemble depuis l'année passée au mois de novembre. Mais cette promesse n'a jamais été tenue. Face à cette insensibilité de l'autorité des tutelles, ces professeurs se disent prêts à passer la nuit devant ces bâtiments. Pendant que biso moko tozana biloko ya kolia te. Bana na biso ifo bakende otanga, tozana mbongo kofuta classe te. Bana na biso ifo bazwa ba soins médicaux, tozana mbongo kofuta hôpital te. Soki bapesi biso eyano o elongo bani te, tokozonga te, tokolala awa, tokobenga mabota na biso. Ces professionnels de l'enseignement supérieur réclament leurs droits légitimes et disent non aux promesses non réalisées par le gouvernement de la République et exigent leur mécanisation et la correction de leurs grades. Sachant que l'éducation est l'un des piliers du développement d'un pays, l'urgence s'impose face à cette situation. Si les conditions des enseignants sont bonnes, l'éducation des étudiants est garantie pour un Congo de demain. Et la deuxième semaine de l'énergie a ouvert ses portes ce mardi 24 juin dans la salle Sainte-Anne de Kinshasa. Ces assises de 2 jours tenues par l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC, soit du 24 au 26 juin prochain, ont pour objectif de faire une auto-évaluation des activités de ce secteur important de la vie en République démocratique du Congo. Israël Toumba et Prince Ngoy pour plus en détail. Ceci marque l'ouverture de la deuxième édition de la Semaine de l'énergie, des assises qui se tiennent dans la salle de la Perle Sainte-Anne à Kinshasa, Gombe. Après les mots de bienvenue, le directeur général adjoint de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité aérien sigle a, en présence de la directrice générale Sandrine Moubengangalula et plusieurs invités des marques dont le directeur général de la SNEL, de l'ANSER et autres, rappelé les dispositions de la Constitution qui institue la création de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en RDC avant de démontrer le but de l'activité du jour. Le but de cette activité est de promouvoir un exercice optimal des activités du secteur par les opérateurs, mais aussi un usage sécurisé de l'électricité par la population. Il a par ailleurs rappelé que la semaine de l'énergie est une opportunité donnée aux opérateurs économiques, aux exploitants énergétiques, comme une occasion d'auto-évaluation sur les activités de ces secteurs, combien importants en République démocratique du Congo, avant de souhaiter aux panélistes une bonne évaluation. La semaine de l'énergie est donc l'occasion pour chaque acteur du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo de faire une auto-évaluation de son niveau de conformité vis-à-vis du cadre légal et réglementaire applicable en République démocratique du Congo. Disposons-nous d'une concession, d'une licence, d'une autorisation nécessaire pour
produits distribués, commercialisés, d'électricité. Est-ce que ces titres ont été délivrés par les autorités? Les embouteillages monstres enregistrés ces derniers jours dans la capitale congolaise Kinshasa semblent être l'œuvre des autorités administratives suite au flou entretenu par certains services de l'État. C'est les constats établis par le reporter de Bossolo Télévision dans la soirée du lundi et dans quelques artères de la capitale. Chauffeurs et piétons accusent d'une part l'hôtel de ville et d'autre part le ministère de l'économie nationale et des transports d'entretenir le flou dans leur dernière communication. Israël Toumba, Bosco Kabamba, Prince Ngo et Chrétien Gaïmé pour le reportage. Déployés sur des principaux axes de la capitale, dont la route de poids lourds et celui de bypass, les constats est amer. Sur l'axe de poids lourds, les embouteillages commencent à la hauteur de Baramoto. Malgré la présence de la police des circulations routières, la fluidité n'est toujours pas visible. Lorsque le gouvernement avait premièrement pris la décision d'interdire la circulation des véhicules à remorque, selon moi, l'analyse était bonne et il n'y avait plus d'embouteillage. Mais depuis qu'on a revu cette décision, en tout cas, ça ne va pas. Sur le boulevard Lumumba, la scène est horrible. Des colonnes de véhicules avancent difficilement, les gens parcourent des longues distances à pied et d'autres ne savent plus quoi faire pour arriver à temps à leur domicile. Depuis 12e rue jusqu'ici, nous marchons à pied. En tout cas, il n'y a que l'État qui peut trouver solution. Depuis des années, dans cette capitale, nous sommes habitués à cette vie et nous marchons à pied. Les codes de la route est bafoué. Certains chauffeurs font la loi et l'État reste quasi inexistant. Un peu plus loin, sur l'avenue Bypass, ce sont les longs fils d'attente. Pas de passage. Les véhicules sont stoppés. Il n'y a pas de passage même pour les piétons. Au niveau de la sous-région, dans la commune de Lemba, l'appel est lancé à la police spéciale, mais sans réponse. Ici, les caniveaux sont débouchés et absorbent la route. Une situation qui rétrécit la voie, entraînant des embouteillages monstres sur la route bypass. Les désordres semblent être créés par les autorités elles-mêmes qui prennent des décisions sans effet sur le terrain, d'après ces chauffeurs, d'où son interpellation. Depuis l'interdiction des gros camions par le gouverneur, notre travail s'est passé bien. Mais depuis que cette mesure a été levée, c'est devenu invivable. Les remorques bloquent tout. D'un côté, les autorités nous pourchassent. De l'autre, les camions paralysent la circulation. Au rond-point Ngaba, de tous côtés, deux marchés pirates se créent comme des champignons malgré les interdictions de l'hôtel de ville. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'exécutif provincial avait lancé la campagne intitulée Balabala Izawenzete. Selon un conducteur de moto rencontré, l'État devrait définir une bonne politique pour gérer cette situation. Nous, chauffeurs et motards de Kinshasa, nous sommes aussi responsables des embouteillages. Les désordres commencent quand on quitte nos bandes de circulation. Les chauffeurs de 207 bloquent la seule voie libre. Et avec toutes ces manœuvres hasardeuses sur la route, les bouchons deviennent inévitables. Les embouteillages monstres que connaît actuellement la ville de Kinshasa tirent leurs origines des flous entretenus entre deux décisions parallèles, celle de l'hôtel des villes d'une part et celle du ministère de l'économie en collaboration avec celui des transports.
L'actualité au-delà de nos frontières, le président ougandais Yoweri Museveni, au pouvoir depuis près de 40 ans, briguera un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle de janvier 2026, a annoncé mardi son parti depuis Bujumbura. Âgé de 80 ans, Museveni reste l'une des figures les plus anciennes à la tête d'un État africain. Bien qu'il soit largement attendu qu'il se représente, il s'agit de la première confirmation officielle émanant de son parti, le mouvement de résistance nationale. L'Ouganda organisera ses élections générales en janvier 2026, au cours desquelles les électeurs choisiront également leurs députés. Museveni est au pouvoir depuis 1986 et figure parmi les 4 chefs d'État africains ayant exercé le plus long mandat. Le parti au pouvoir a modifié à 2 reprises la Constitution afin de lui permettre de prolonger son règne. Le président de la commission électorale du parti, Tanga Odoi, a indiqué que Museveni retirerait le formulaire de candidature le 28 juin pour représenter le parti lors du scrutin. Le mouvement de résistance nationale et d'autres partis politiques procèdent actuellement à la sélection et à la validation de leurs candidats pour ces élections. Le principal adversaire de Museveni sera l'ancien chanteur devenu homme politique Bobi Wine, arrivé 2e lors du dernier scrutin en 2021 et qui a déjà confirmé son intention de se présenter en 2026. Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, avait rejeté le résultat de 2021, affirmant que sa victoire lui avait été volée par le bourrage d'urnes, d'intimidation de forces de sécurité et d'autres irrégularités, un argument qui rejette le militant de droits humains et les détracteurs de Museveni. Téhéran passe à l'action en réponse aux frappes américaines du dimanche 22 juin ayant visé ses installations nucléaires. L'Iran a lancé lundi soir plusieurs missiles sur la base américaine d'Al-Udeid au Qatar. Une escalade inquiétante dans le conflit régional alors que les tensions entre Israël, les États-Unis et l'Iran atteignent un niveau critique. Edouard Chama pour plus amples détails. L'Iran a revendiqué le lundi soir une attaque de missiles contre la base américaine d'Al-Udeid au Qatar, plus grande installation militaire des États-Unis au Moyen-Orient. Cette opération, baptisée Basharat al-Fat, l'annonciation de la victoire, a été menée par le corps de gardiens de la révolution islamique en réponse directe aux frappes américaines du week-end sur plusieurs sites nucléaires iraniens. Selon le média iranien, 3 missiles ont atteint leur cible tandis que 3 autres ont été interceptés. Le Qatar, bien que préalablement informé selon des sources proches du pouvoir iranien, a dénoncé une agression flagrante et menace de riposte, rompant ainsi avec sa position traditionnelle de neutralité dans la région. Le contexte est explosif. La frappe survient quelques heures à peine après l'annonce par Donald Trump d'un cessez-le-feu supposé entre Israël et l'Iran, qui aurait dû entrer en vigueur ce mardi après la cessation des hostilités. La fermeture de l'espace aérien qatarien, la redirection de vols civils et la pression militaire croissante remettent en question cet espoir de désescalade. Cependant, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a déclaré qu'aucun accord de cessez-le-feu n'a été conclu à ce stade, contredisant l'annonce du président américain Donald Trump. Il précise néanmoins que si le régime israélien cesse son agression illégale contre le peuple iranien, l'Iran ne poursuivra pas ses représailles militaires. Alors que les conséquences radioactives de frappes américaines restent officiellement écartées, l'équilibre régional vacille. Le Golfe entre dans une zone de turbulence, laissant planer l'incertitude sur l'évolution du conflit. Voilà qui met fin à cette édition d'information coordonnée par Audrey Bozéné, réalisée par Héritier Moutombo et Prince Ngoy. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite au programme sur Boussolo TV, la première chaîne au cœur des investigations en RDC. Au revoir.